Bonjour, c'est Olivia. Alors voici la septième vidéo où je parle du sujet du viol. Et dans cette vidéo, il me tient à cœur de parler de, d'une expérience, en tout cas la mienne, être enceinte, tomber enceinte après un viol. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. Comment je l'ai vécu, comment je m'en suis sortie, comme qu'est-ce que j'ai fait de ce bébé, bien sûr, puisque la question qui se pose après avoir été violée et lorsqu'on tombe enceinte, lorsqu'on on en est meurtri, mais en plus que s'y rajoute une grossesse, quoi faire? La question est, je garde le bébé ou je ne garde pas le bébé? Alors, me concernant, le choix était radical et net et sans détour. C'était, je, je ne garde pas ce bébé. Cette expérience-là a été pour moi un choc terrible, un séisme intérieur, un tremblement de terre, parce que il s'agissait de ma première grossesse et pour moi, j'ai toujours sacralisé la grossesse en général et je sacralisais beaucoup ma première grossesse. C'est-à-dire que là, je suis enceinte d'un violeur. Et pour moi, non seulement il violait mon corps, il violait mon esprit, mais en plus de ça, il me volait mes premières fois, ma première fois. Il me, il me volait la première sensation de grossesse, me volait ma première joie d'être enceinte, puisque bien sûr, enceinte de ce violeur, je n'éprouvais aucune joie, je n'éprouvais aucun plaisir. J'étais plutôt bien dégoûtée, bien écœurée. J'ai attaqué mon corps puisque lorsque je découvre que je suis enceinte, je vais un petit peu brièvement resituer les événements. Donc après quelques semaines d'emprise psychologique, mon violeur finit par faire ce qu'il a à faire. Et quelques, quelques jours plus tard, enfin je me souviens plus exactement, mais en tout cas, je sens quelque chose dans mon corps qui se passe, qui est différent. J'ai du retard avec mes règles, bien sûr, et je me dis, je n'ai jamais eu de retard, je connais mon corps parfaitement, il y a quelque chose qui va pas, et j'étais loin de me douter que je pouvais être enceinte. D'autant que à cette période-là, j'étais vraiment dans les paroles, euh, les paroles, comment dire, manipulatrices de mon bourreau, qui en plus disait, moi je suis stérile, je n'ai jamais réussi à avoir d'enfant, alors que, entre parenthèses, il a eu un fils, c'est sûr, et puis d'autres enfants, enfin, un fils, c'est sûr. Et, euh, et il m'avait fait croire aussi qu'il avait une fille décédée. Bon, je ne sais pas si c'est juste, si c'est vrai, peu importe. Mais il avait conclu qu'il était stérile parce que en vivant des années avec une femme, il n'avait pas réussi à concevoir un enfant. Donc voilà. Enfin, tout le blabla habituel du pervers qui manipule et puis qui croit d'ailleurs ce qu'il dit, hein, et puis mais qui amène à croire ces paroles à sa victime du moment.
à savoir moi pour le coup. Euh, et donc, bien sûr, je ne pouvais pas tomber enceinte parce qu'il était stérile. Puisqu'à un moment donné, dans son scénario de manipulation avant d'en arriver à me violer, c'est quelque chose que j'ai compris avec le recul, hein. Il, euh, il voulait savoir si j'étais sous contraceptif, il voulait savoir comment ça se passait pour moi, la contraception. Enfin, surtout, il fallait surtout pas prendre de contraception. C'est dégueulasse pour le corps, c'est chimique. Alors pour l'idée, je suis d'accord, mais ça ne fait pas de lui, à ce moment-là, ni aujourd'hui, quelqu'un de, quelqu'un de fiable, en tout cas. Et il répétait très souvent que... Il parlait souvent de ça, il parlait souvent de stérilité, de contraceptif, et moi je ne comprenais pas vraiment de quoi il retournait. À cette époque-là, j'étais en plein divorce avec mon ex-mari, je vivais émotionnellement des choses tellement douloureuses que, loin de moi, l'idée d'avoir des relations intimes, sexuelles avec un homme, alors encore moins avec un homme âgé de 53 ans à ce moment-là, et moi j'en avais 28. Donc pour moi il était hors de question, enfin c'était carrément inconcevable pour moi. Donc j'aimais toujours mon ex-mari, j'avais beaucoup de mal à remonter la pente et à vivre ce que je vivais émotionnellement, psychologiquement, à me reconstruire, etc. Donc dans un état de vulnérabilité, de fragilité, euh, je ne pouvais pas concevoir quoi que ce soit de l'ordre d'une relation sexuelle et alors encore moins d'être enceinte. Euh, et c'est curieux, entre guillemets, parce que je me suis toujours dit, depuis toujours, lorsqu'il était question de parler d'avortement, que je n'avorterai jamais, excepté pour un viol. Inconsciemment, comme si j'allais dire, prémédité ce que j'allais vivre. Bon, ça c'est un autre sujet sur lequel je pourrais discuter des heures également. Mais même en plein divorce, en pleine séparation avec un homme que j'ai aimé énormément et que j'aimais encore, même si j'avais été enceinte et que nous nous séparions, le bébé en question, je l'aurais gardé. Mais voilà. Donc vous l'avez compris, j'ai avorté du bébé. Enfin, pour moi à ce moment-là, c'était un truc, une chose. C'était un démon. Enfin, voilà, vraiment, c'était comme ça que je le ressentais. Un truc dans mon corps là c'était pas possible de concevoir une grossesse euh, issue de la relation à ce moment-là, qui pour moi n'était pas un viol, mais issue de cette relation, mais qui n'avait aucun sens, qui ne correspondait à rien, qui était mensonge, trahison, manipulation, séquestration, enfin, c'était inconcevable. Euh, donc, pour moi, je garde l'idée que l'acte était prémédité le concernant mon violeur, puisque un jour il me croise dans la rue et j'étais dans mon nuage, sur mon nuage, je ne pensais à rien, j'allais sur le chemin de mon stage à ce moment-là, et il me croise en scooter, moi en vélo, je m'acharne, et je me pose la question pourquoi je me sens fatiguée, j'ai des grosses fringales, j'ai du retard, je me dis c'est pas possible, c'est pas normal. Je ne posais pas encore la phrase je suis peut-être enceinte. Jusqu'au moment où je me dis qu'il faut que je sache, ça fait 3 jours. Et je vais à la pharmacie prendre un test de grossesse.
La pharmacienne me dit bien encore, attendez, attendez le petit matin, attendez le temps que le taux d'hormones soit bien élevé, etc., etc. Je ne pouvais pas attendre à 4 heures du matin. Je me réveille pour faire ce test et il n'a pas fallu attendre très longtemps, hein. Les barres se sont affichées directement. Oui, ben voilà, j'étais enceinte. J'y croyais pas. Je me suis dit, c'est impossible, c'est impossible. Je peux pas être enceinte, je ne veux pas être enceinte. C'est impossible. Donc, mon violeur est au courant, je l'informe. Et lui, ah, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Ouf, comment le plus beau cadeau? Mais, enfin, il n'avait pas l'air surpris, il s'y attendait. Quelque temps avant, il me disait, mais c'est normal, ton corps change. À 28 ans, mon corps change. La période pubère est révolue. En quoi mon corps change? C'est normal, tu deviens une femme. Une femme à 28 ans, ne l'est-on pas déjà? Qu'est-ce que c'était que ces phrases? Je ne comprenais pas, bien sûr. Et en fait, lorsque je lui dis que je vais pas garder ce bébé, l'agressivité, la violence dans les yeux, et il claque la porte à en faire trembler les murs, et où je suis moi tétanisée à ce moment-là, dans mon lit, et où tout s'écroule. Et paradoxalement, ce, cette grossesse, parce que je peux pas dire ce petit bébé, puisque pour moi c'était inconcevable qu'il s'agisse d'un bébé. Euh, j'ai fait les démarches nécessaires pour avorter, bien sûr, au planning familial incognito, où vous passez une procédure, 15 jours d'attente, c'est la loi, le temps de réflexion. Moi j'étais là, mais enlevez-moi ce truc, arrachez-moi ce truc, je ne veux pas le garder, je ne peux pas le garder, vous ne comprenez pas, mais posez-moi la question, posez-moi les questions. D'où vient-il? Où est le père? Y a-t-il un père? Rien. J'aurais voulu hurler à ce moment-là, cette femme. Écoutez, je peux pas garder ce bébé, j'ai été violée, vous comprenez? Vous comprenez pourquoi je veux l'enlever de suite? Je veux l'enlever. Je veux arracher moi ça du corps. Et pour moi, ça n'a pas été difficile en fait de dire je ne garde pas. Donc, si je ne garde pas, je vais mettre en action les démarches nécessaires pour ne pas le garder. Euh, Consulter, aller au planning familial, dire que je veux avorter. On ne vous demande pas nécessairement les raisons, hein. Enfin, en tout cas, moi, à ce moment-là, euh, on vous fait passer une échographie, en tout cas pour moi à ce moment-là, ou même l'échographe qui me dit, regardez, vous le voyez, il est là, votre bébé. Moi, j'avais la tête tournée de l'autre côté, mais qu'est-ce que je m'en fous, quoi. Enlevez-moi ce truc, je souffrais tellement de voir un petit être là grandir en moi et de devoir, parce que pour moi, il était question de devoir l'enlever. Je ne pouvais pas prendre conscience qu'il s'agissait d'un bébé, je ne pouvais pas euh, réaliser, enfin, je pouvais pas, ce bébé, je pouvais pas lui donner le père, ce père-là, je pouvais pas, je pouvais pas. Je, c'est encore très dur. Donc, j'ai avorté de ce truc-là, de cet embryon, cet embryon, voilà. Et avant que ça se passe, je me donnais des coups dans le ventre, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de vélo, je dormais peu, enfin, je mettais en place que des actions qui, quelque part, m'auto-mutilaient et auto-mutilaient cet embryon
pour qu'ils disparaissent, pour qu'ils partent naturellement, pour que je crée une fausse couche, que je crée quelque chose où je sois pas obligée en fait de passer par la case hôpital, avortement, protocole médical, naturel, enfin naturel. C'est-à-dire qu'on vous prépare le corps en vous donnant des cachets pour préparer ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, dénidification, c'est-à-dire que voilà, l'embryon est posé dans l'utérus, dans son nid, et ces cachets-là permettaient justement de casser ce nid pour permettre justement l'évolution d'un avortement. Le curetage, comme on dit. Il n'y a pas plus barbare aux oreilles à entendre que le mot cureté. Hein, cureté, c'est, vous regardez dans le dictionnaire, c'est décroter, c'est, enfin, j'ai retenu vraiment décroter, euh, creuser, racler, c'est très douloureux à entendre, c'est une souffrance, c'est rude, c'est rêche à l'oreille et à vivre bien sûr. Et donc ça a été très dur de vivre cette première grossesse. Je m'en suis beaucoup voulu. J'ai mis très longtemps à me remettre. Dans mon livre témoignage, j'explique un peu plus les détails de la scène, enfin de la situation. Et paradoxalement, c'est grâce à cette grossesse que j'ai réussi à sortir de l'emprise de ce violeur, de ce violeur. C'est grâce à c'est grâce à ce petit bébé que j'ai pu partir. J'ai pu partir. J'ai pris la décision, j'ai réussi à prendre la décision de partir. J'avais très très peur parce que je ne suis pas partie du jour au lendemain. Ça a été sur un petit cheminement où stratégique justement pour ne pas lui mettre la puce à l'oreille, pour ne pas être soumise à des représailles de sa part ou vivre une quelconque violence de sa part. Et j'ai fait intervenir ma mère dans le sens où c'est elle que j'ai appelée pour m'assister, m'accompagner pendant l'intervention chirurgicale ou qui s'est passée en l'espace de 15 minutes. Alors ce que je retiens aussi, et symboliquement pour moi c'est très fort, c'est que ce bébé m'a sauvé la vie d'une certaine façon. Parce que j'étais quand même vouée à un parcours. Si je continuais, si je choisissais de rester la victime de cet être-là, euh, je, je, je continuais sur un parcours très chaotique, mais où j'allais vers quelque chose de l'ordre de la prostitution. Ça commençait déjà, mais où pour moi, voilà le parcours qui m'attendait. C'était être soumise à d'autres hommes, violée par d'autres hommes, via ce violeur. Un Mac, quoi, clairement. Euh, et donc, je perds le fil du coup, puisque ça m'a un petit peu rechamboulé. Je quitte ce violeur. Oui, donc après l'intervention chirurgicale qui a duré très longtemps, euh, je n'ai pas vu le chirurgien, ou je sais pas, je ne l'ai pas vu. C'était juste l'anesthésiste et puis les encadrants médicaux. Et jusqu'à la question, est-ce que vous m'avez vraiment enlevé ce truc-là parce que je n'ai rien senti, mais absolument aucune douleur, ni avant, ni pendant, où j'étais sous anesthésie générale, et ni après.
Après, on me disait, prenez beaucoup de culottes, de bandes hygiéniques, vous allez beaucoup saigner. Je n'ai pas saigné du tout. Ouais, vraiment très peu, mais je m'interrogeais si vraiment il y avait quelque chose qui a été fait. Si on m'avait enlevé le fruit du démon, hein, c'est comme ça que je l'appelais. Bon, tout a été fait, hein, je veux dire, voilà, il y a l'interruption de grossesse a bien été pratiquée, mais moi je n'avais aucune douleur. Mon corps ne ressentait rien. Encore, il était encore dans une forme peut-être de déni ou de rejet. Enfin voilà, je m'étais cela faisait des semaines et des mois que je m'étais anesthésiée de corps et d'esprit. Donc je pense que ça a été une continuité dans cette anesthésie psychique et que mon corps traduisait finalement. Donc c'est grâce à cet avortement que j'ai réussi à quitter cet engrenage, que j'ai trouvé le courage de me relever et de partir. Ah oui, ce qui pour moi est symbolique et très important, c'est que cet avortement a eu lieu le 8 mars, journée de la femme. Et le 5 mars, c'est la Sainte-Olivia, la Sainte-Olive, c'est ma fête. Euh, Là où j'apprenais enfin, ce qui allait se passer. Et le 8 mars, voilà, c'est symboliquement pour moi, ça représente énormément parce que je me suis dit, oui, ben, le 5 mars, c'est ma fête, mais là, c'est vraiment ma fête, quoi, hein. Et pour moi, symboliquement, ça représentait énormément dans le sens où, dans un sens où, au nom des femmes, je le prends un peu comme ça, au nom de toutes les femmes qui se font avorter, qui prennent la décision d'avorter, quelles que soient leurs raisons, hein, leurs motifs, les circonstances, au nom de toutes les femmes, je me sentais solidaire, j'avais une pensée pour chacune. Et donc particulièrement pour les femmes violées et qui sont enceintes, pour lesquelles euh, il est difficile de prendre la décision d'avorter, pour lesquelles certaines d'entre elles ont gardé leur bébé, parce qu'il y a besoin pour cela aussi un courage énorme, 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 énorme. J'ai connu à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, dans mon travail, une collègue elle était plus âgée que moi, qui vivait toujours des scènes, des situations un peu en décalage et qui se sentait toujours rejetée, et qui semblait toujours être la cinquième roue du carrosse. C'est cette sensation que j'avais. Et un jour, sous la confidence, j'ai appris que elle était l'enfant issu d'un viol. Et là, tout à coup, pour moi, les morceaux de puzzle se rassemblaient. Je comprenais toutes les attitudes qu'elle pouvait avoir, qui parfois étaient très dérangeantes, hein, ou pour moi, ou pour l'entourage, les collègues, parce qu'il y avait une attitude de victime aussi, et puis une attitude de rejet, d'abandon. Donc, être l'enfant issu d'un viol, c'est difficile. Garder l'enfant d'un viol, c'est difficile. Enlever l'enfant d'un viol, issu d'un viol, c'est difficile. Enfin, aucune situation n'est à juger ni à blâmer. C'est un choix à faire, nécessaire, pour évoluer, c'est sûr. Mais waouh, ça déménage, ça déménage. Donc voilà, moi, ce que je tiens à faire passer comme message par cette vidéo, euh, que c'est surtout, quelle que soit la décision qui est prise de garder l'enfant issu d'un viol ou de le rejeter finalement, n'a pas
à être jugée comme une bonne ou une mauvaise décision. C'est une décision qui est prise à un moment donné, dans un état de choc, de souffrance, qui fait qu'on ne peut pas faire autrement, qui a besoin d'être vécu, on est obligé de faire avec, et qui par la suite demande vraiment une introspection, un développement intérieur, personnel, quelque chose à travailler profondément, qui demande à être pris en compte vraiment. Et puis surtout, toutes les femmes ou les victimes qui ont vécu ça, se poser la question, est-ce que je garde cet enfant ou est-ce que je ne le garde pas? C'est une décision qui vous appartient, qui appartient à vous seul. Quelle que soit la décision, ce sera la bonne pour vous. Et puis surtout, j'ai envie de dire, pas de culpabilité à avoir de rejeter l'enfant, d'avorter. Pas de culpabilité à avoir de garder l'enfant, sachant que garder l'enfant, ça implique quand même, dans un sens, d'avoir cet enfant pour soi toute la vie. Matériellement, j'ai envie de dire concrètement, le fruit de cette union et vous rappelle sans arrêt à l'ordre dans le sens où vous rappelle sûrement le viol. Mais c'est quelque chose dont je pourrais aussi parler, mais dans une autre vidéo éventuellement. Mais en tout cas, pour moi, avoir vécu la décision d'avoir rejeté l'enfant, ce n'est pas parce que j'ai avorté de cet enfant que la vie ne me rappelle pas le viol, ou en tout cas l'avortement. Ce n'est pas parce que voilà, il n'y a pas d'enfant concrètement dans ma vie issu du viol qui fait que je ne me rappelle pas cet avortement ou l'histoire. Je veux dire que qu'on garde l'enfant ou qu'on ne le garde pas, l'histoire est quand même là. Il y a des événements dans la vie qui vous ramènent quand même, qui vous rappellent quand même ce qui a été passé, ce qui a été vécu, dans le sens où il y a encore réparation à mener, où il y a encore quelque chose à débroussailler. Et pour ma part, c'est encore un peu le cas. Je ne saisis pas encore exactement ce sur quoi je dois intervenir pour ma part, puisque c'est quand même quelque chose qui me touche encore. Et puis, une parenthèse, ce qui me fait encore ressortir des choses, remonter des émotions à la surface par rapport à cet avortement, c'est simplement mon fils aîné. Parce que je vis avec mon fils aîné qui a 7 ans une relation pleine d'amour, mais une relation parfois difficile et compliquée. Et dans cette relation que je vis, il y a des éléments qui me ramènent à ce que j'ai vécu, euh, à ce viol et donc à cette grossesse, à cette première grossesse, puisque symboliquement, mon garçon de 7 ans est mon aîné, ma première, on va dire, grossesse matérialisée, euh, et que j'ai envie de dire, parallèlement, l'avortement vécu, c'est ma première grossesse non matérialisée. Donc voilà, enfin, c'est moi qui fais ce parallèle, mais il y a quand même des choses qui ressortent dans la relation que j'ai avec mon aîné. Et, euh, et je comprends bien qu'il y a encore matière à nettoyer des résidus de mon histoire. Euh, de mon histoire, voilà, de cette souffrance vécue. Donc voilà, je vais conclure ma vidéo en vous disant merci de l'avoir écouté, suivi, et puis n'hésitez pas pour vos questions, pour tout échange, et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.